J'ai empoisonné le thé de ma belle-mère ce soir-là, non pas par haine aveugle, mais parce que son accusation m'avait déjà tué 1000 fois dans l'ombre de notre maison parisienne. Le poison coulait lentement, comme le vin rouge qu'elle buvait pour noyer ses regrets, et je l'ai regardée convulser sur le tapis persan, ses yeux implorant une vérité qu'elle avait elle-même enterrée sous des mensonges. Dans cette agonie, j'ai murmuré « C'est toi qui as volé ma vie, pas l'argent de mon mari ». Paris, cette ville des lumières qui masque si bien les ténèbres, m'avait toujours semblé un refuge. Mais après la mort de Lucien, mon époux, elle s'était transformée en un labyrinthe de soupçons et de trahisons. J'étais Claire Duval, veuve de 38 ans, une femme ordinaire qui avait cru en l'amour bourgeois, au dîner au coin du feu et aux promenades le long de la Seine. Lucien, architecte talentueux, m'avait épousé 10 ans plus tôt dans une petite chapelle de Montmartre, sous un ciel de plomb qui promettait déjà des orages. Sa mère, Élise Beaumont, avait été là, sourire crispé, comme un fantôme élégant drapé de soie noire. Elle n'avait jamais approuvé notre union. Je n'étais pas de son monde, pas assez raffiné, pas assez fortuné. Une petite employée de banque, avait-elle susurré à ses amis lors du toast nuptial. Mais j'avais ignoré ses piques, pour Lucien, pour l'illusion d'une famille unie. La nuit où tout a basculé, Lucien est rentré tard, comme souvent. Il travaillait sur un projet colossal, la rénovation d'un hôtel particulier du XVIIIe siècle dans le Marais. Ses mains sentaient la poussière de plâtre et le café froid. Nous avons fait l'amour dans notre lit étroit de l'appartement du 7e arrondissement, un acte furtif, presque coupable. « Ma chérie, tout ira bien », m'a-t-il soufflé en s'endormant, sa tête sur mon épaule. Le lendemain matin, il était parti pour son chantier, et je n'ai plus jamais revu son sourire espiègle. Un échafaudage mal fixé, un cri étouffé, et son corps brisé sur les pavés. La police a parlé d'accident, Élise, de fatalité divine. Moi, j'ai senti le sol se dérober. Les funérailles ont été un théâtre macabre. Élise, drapée en noir comme une veuve professionnelle, a orchestré chaque détail. Les fleurs blanches de chez la Chaume, le prêtre de Saint-Sulpice, et ses larmes calculées qui ont arraché des sanglots à l'assemblée. J'étais là, engourdi, serrant son alliance dans ma paume moite. « Ma pauvre Claire », m'a-t-elle dit en posant une main froide sur la mienne, « tu vas avoir besoin de force maintenant. Lucien t'a laissé si peu. » Si peu? Les notaires nous avaient annoncé une succession modeste, l'appartement, quelques économies, et un atelier rempli de plans inachevés. Mais Élise possédait la maison familiale en Normandie, un manoir délabré qu'elle refusait de partager. C'était à lui, le fils prodigue, avait-elle déclaré, et Lucien, toujours conciliant, n'avait rien contesté. Les premiers mois, je me suis terré dans l'appartement, entouré de ses vêtements qui pendaient encore dans l'armoire comme des spectres. Élise appelait tous les jours, sa voix mielleuse au téléphone. « Viens me voir, ma chère. Nous devons nous serrer les coudes. » J'ai cédé, bien sûr. La solitude est une plaie qui saigne. Son appartement haussmannien du 16e, avec ses dorures et ses tableaux signés, m'a écrasé dès le seuil. Elle m'a servi du thé d'Argeling dans de la porcelaine de Limoges, et nous avons parlé de Lucien comme d'un saint laïque. Il était si généreux, soupirait-elle, les yeux voilés. Généreux? Oui, jusqu'à l'excès. Il avait prêté de l'argent à son propre frère, disparu depuis des années, et refinancé les dettes d'Élise après le krach de son mari, mort d'un infarctus quand Lucien avait 20 ans. J'ai ri, un rire hystérique qui a ricoché sur les lambris. Élise, c'est absurde. J'ai pleuré mon mari pendant des semaines. Pourquoi volerais-je? Mais elle a secoué la tête, compatissante en surface, venimeuse en profondeur. Le chagrin pousse à des actes désespérés. Tu as des dettes, n'est-ce pas? Ton petit salaire de veuve. Elle savait tout, mes factures impayées pour l'atelier de Lucien, les traites pour l'appartement. Comment? Lucien lui avait-il confié nos faiblesses? Le lendemain, un huissier est arrivé chez moi, mandaté par elle. Accusation formelle de vol, plainte déposée au commissariat du 7e. Les voisins murmuraient déjà, la veuve cupide qui a épousé pour l'argent. La police m'a interrogé pendant des heures, dans une salle aux murs jaunis qui sentait le café rance et la défaite. Madame Duval, où étiez-vous la nuit du 15 octobre? J'ai balbutié. Chez moi, seul, noyé dans le vin et les souvenirs. Pas d'alibi, pas de témoin. Ils ont fouillé l'appartement, retourné les tiroirs, inspecté les plaintes. Rien. Mais Élise avait planté la graine du doute. Les journaux locaux, ces ragots en papier, ont titré « Vol au sein d'une famille endeuillée, la belle-fille soupçonnée ». Mes amis se sont éloignés. Mon employeur à la banque m'a mis à pied, pour raisons personnelles. J'étais une paria, une voleuse aux yeux de Paris. Pourtant, au fond de moi, une braise couvait. Lucien n'aurait jamais cru cela d'elle. Ou si. Les nuits d'insomnie,
je fouillais ses carnets, ses moleskines remplis de croquis et de notes hachées. Une entrée datée d'un mois avant sa mort, mère appelle encore pour l'argent. Le manoir fuit de partout. Promis de l'aider, mais pas au prix de tout. Pas au prix de tout. Qu'avait-il voulu dire? J'ai commencé à creuser, comme un archéologue dans les ruines de notre vie. Un appel à un vieil ami notaire, un certain Bertrand, qui avait géré nos affaires. Claire, Lucien avait un compte secret, m'a-t-il avoué au téléphone, voix hésitante. Pas pour te tromper, mais pour protéger. Quelque chose. Élise en sait-elle? Je ne sais pas. Le compte contenait 200 000 €, fruit d'un héritage lointain qu'il avait investi dans des actions. Mais plus troublant, des virements réguliers vers une société anonyme, EB Investissement. EB Élise Beaumont. Lucien l'a financé en cachette, pour couvrir ses dettes de jeu. Oui, de jeu. J'ai vérifié auprès d'un contact discret au casino de Deauville. Élise y perdait des fortunes depuis des années, masquant ses vices derrière une façade de veuve irréprochable. Le vol des bijoux, une mise en scène. Elle les avait engagés elle-même, pour rembourser un créancier. Et moi, la parfaite coupable, veuve sans appui, sans fortune. La rage m'a consumé comme un feu de tourbe, lent et inextinguible. J'ai décidé de la confronter, non pas avec des mots, mais avec la vérité nue. Rendez-vous chez elle, un soir de pluie battante. Elle m'a accueilli avec un sourire de chatte, thé fumant sur la table basse. Ma pauvre Claire, as-tu retrouvé ton innocence? J'ai posé les preuves, relevé bancaire, facture de pawn shop à son nom. Son visage s'est décomposé, puis recomposé en un masque de fureur. Tu fouilles dans mes affaires? Espèce de petite intrigante. Lucien t'a épousé par pitié. Tu sais, il aimait une autre, avant toi. Moi, j'ai tout sacrifié pour lui. Une autre. Le mot a claqué comme un fouet. Elle a ri, un rire strident. Oh, tu l'ignorais? Sa collègue, Sophie, une vraie femme du monde. Mais il est mort avant de la quitter. Et ses bijoux? Ils étaient à moi, de droit. Toi, tu n'es rien. Rien. Le mot a résonné dans ma tête comme un glas. J'ai vu rouge, littéralement, le tapis, le vin, le sang qui battait à mes tempes. Mais je suis partie, tremblante, jurant en silence une vengeance à la française, froide, calculée, inexorable. Les jours suivants, j'ai ourdi mon plan. Pas de violence brute. Non, quelque chose de plus raffiné, qui la rongerait de l'intérieur. J'ai contacté un privé, un ancien flic du nom de Moreau, pour surveiller ses allées et venues. Élise menait une double vie, matin à l'opéra, nuit au cercle de jeu. Et un amant, un jeune avocat aux dents longues, qui la saignait autant qu'elle le faisait saigner. Mais le clou, elle préparait un livre de mémoire, Souvenir d'une mère en deuil, où elle me dépeignait en voleuse impénitente. L'éditeur, un ami à moi via Lucien, m'a envoyé un extrait. Chaque ligne était un coup de poignard. Mon piège s'est refermé lors d'un dîner familial improvisé, ironie du sort, pour réconcilier nos âmes. Seulement nous deux, dans sa salle à manger au lustre de cristal. J'ai apporté le vin, un Bordeaux millésimé empoisonné d'une dose subtile de digitaline, volé à une pharmacie via un faux nom. Pas pour la tuer sur le champ, mais pour la faire souffrir. Palpitations, hallucinations, la lente érosion de son empire de mensonges. Elle a bu, goulûment, toast à notre futur apaisé. Les premiers signes sont venus vite. Sueur froide, regard fuyant. Claire, qu'as-tu fait? A-t-elle croassé, agrippant la nappe. J'ai souri, pour la première fois depuis des mois. Rien que tu ne m'aies enseigné, Élise. Mentir, trahir, accuser l'innocent. Elle a avoué alors, dans un délire fiévreux, le sabotage de l'échafaudage, un pot de vin à un ouvrier pour accélérer l'héritage, car Lucien menaçait de la déshériter. Il savait pour mes dettes, voulait me couper les vivres. C'était lui ou moi. Lui ou moi. Mon mari, assassiné par sa propre mère. Le monde a basculé. J'ai failli la laisser mourir là, mais non, j'ai appelé les secours, anonymement, pour qu'elle survive et pourrisse en prison. La police est arrivée, sirène hurlante dans la nuit parisienne. Élise, emportée sur une civière, babillant des confessions incohérentes. Moi, j'ai effacé les traces, le poison dilué dans le vin, indétectable. Au procès, 6 mois plus tard, la France entière a débattu, mère monstrueuse ou victime d'une vie de vice. Les féministes criaient au scandale patriarcal, les conservateurs, à la décadence morale. J'ai témoigné, voix ferme, elle a volé bien plus que des bijoux. Elle a volé une vie. Condamnée à 20 ans, Élise m'a lancé un dernier regard depuis le box, haine pure ou admiration tordue. Et moi? Libéré, mais hanté. L'appartement est vendu. Je vis désormais en Provence,
parmi les lavandes et les vents chauds. Lucien hante mes rêves, non comme un fantôme accusateur, mais comme un amant complice. Ai-je bien fait? La vengeance est un vin doux amer. Elle guérit les plaies, mais laisse une amertume éternelle. Paris brille toujours, mais ses ombres sont plus longues maintenant. Les mois qui ont suivi le procès d'Élise ont été un étrange purgatoire, une danse macabre entre la liberté reconquise et les chaînes invisibles du passé. Paris, cette séductrice impitoyable, m'avait craché comme un os rongé. J'avais vendu l'appartement du 7e pour une somme dérisoire, les acheteurs flairant le scandale comme des vautours. Avec l'argent, j'ai fui vers le sud, vers la Provence que Lucien aimait tant. Ces collines ondulantes, ces villages perchés où le temps semble suspendu comme un olivier torsadé. Uzès, un bourg médiéval aux ruelles pavé de galets polis par des siècles de pas fatigués. J'y ai loué une maisonnette aux murs ocre, avec un jardin envahi de romarin et de thym, où les abeilles bourdonnent une complainte éternelle. Mais la paix? Une illusion, comme ces mirages dans la chaleur de midi. Les nuits, je me réveillais en sueur, le goût du poison encore sur la langue, imaginant Élise dans sa cellule de la prison de Fleury-Mérogis, ses ongles griffant les barreaux. 20 ans. À son âge, c'était une sentence à vie, une lente agonie sociale. Les journaux avaient titré « La mère empoisonnée par ses propres mensonges », un jeu de mots cruels qui avait fait les choux gras des tabloïds. J'avais évité les micros, les photographes embusqués. Claire Duval n'était plus qu'un nom dans les archives judiciaires, une veuve vengeresse effacée des radars médiatiques. Pourtant, les échos persistaient. Une lettre anonyme, postée de la région parisienne, glissait sous ma porte un matin brumeux. « Tu as gagné la bataille, mais la guerre n'est pas finie. » Élise? Impossible, les détenus n'écrivaient pas librement. Son amant, peut-être, cet avocat aux lèvres minces que Moreau avait identifié comme un certain Thierry Laurent. J'ai engagé à nouveau le privé, cette fois pour une surveillance discrète depuis Uzès. Il m'a appelé une semaine plus tard. Votre belle-mère a des visites régulières. Pas son avocat, mais une femme. Brune, la quarantaine, élégante. Et des coups de fil codés. Une femme. Elle autre, celle qu'Élise avait évoquée dans son délire empoisonné. Sophie. Le nom m'avait rongé comme un acide depuis cette nuit fatidique. Sophie Lefebvre, architecte associée de Lucien, une beauté sculpturale aux cheveux de jais et aux yeux d'ambre, formée à l'école des beaux-arts. J'avais vu des photos d'elle dans les albums de Lucien. Rires complices lors de vernissage, mains effleurées sur des plans étalés. Était-ce de l'amour, ou simplement l'alchimie professionnelle? Élise avait semé le doute. Maintenant, il germait en une obsession. J'ai décidé de la rencontrer, non comme une rivale, mais comme une chasseuse. Un voyage à Paris, sous un faux nom, Claire Moreau, ironie involontaire. J'ai pris le TGV, ce serpent d'acier filant à travers les vignes de Bourgogne, et suis descendu à la gare de Lyon, cœur battant au rythme des klaxons. Son bureau, dans un immeuble moderniste du 11e, exhalait l'odeur de bois ciré et d'ambition. « Madame Lefebvre est en rendez-vous », m'a dit la réceptionniste, mais j'ai insisté, voix suave. « Dites-lui que c'est au sujet de Lucien Duval. » Une vieille amie. Sophie est apparue 10 minutes plus tard, tailleur pantalon gris perle, un foulard Hermès noué avec nonchalance. Ses yeux se sont plissés en me reconnaissant. « Claire ? Mon Dieu, entrez. » Son bureau était un sanctuaire minimaliste, maquette de bâtiment en carton, un monnaie reproduction au mur, et une photo d'elle et Lucien, bras dessus bras dessous devant la tour Eiffel. Le choc m'a traversé comme une lame. « Qu'est-ce qui vous amène après tout ce temps ?» a-t-elle demandé, versant du café dans des tasses en verre. J'ai posé les questions crues, sans préambule. Étiez-vous amoureuse de lui? Élise disait que oui. Qu'il allait me quitter. Elle a pâli, puis rit doucement, un rire de gorge qui rappelait celui de Lucien. Élise, cette vipère. Non, Claire. Lucien et moi. C'était professionnel, intense, mais pas ça. Il m'aidait, oui. Je traversais une période noire, un divorce, des dettes. Il prêtait de l'argent, discrètement. Et pour elle, il payait ses vices pour qu'elle ne nous harcèle pas, nous. Le mot a claqué. Il me parlait de vous, toujours. Ma Claire, ma ancre. Soulagé? À moitié. Mais un nouveau fil à tirer, c'est prêt. Sophie a ouvert un tiroir, sorti un dossier jauni. Regardez. Lucien tenait tout. Élise le chantait pour plus, menaçait de révéler. Révéler quoi? Elle a hésité, mordant sa lèvre. Un secret de famille. Le vrai père de Lucien n'était pas son mari à elle. Un amant, un artiste raté qui l'a abandonnée enceinte. Lucien le savait, depuis des années. Il payait pour le silence, pour l'honneur familial. Mais Élise voulait tout, l'argent, le manoir, le respect. Le puzzle se recomposait,
sombre et tordu. Lucien, j'ai porté le poids de ce mensonge, comme un atlas moderne, et moi, j'avais hérité de ces ombres. Sophie m'a serré la main, yeux humides, si vous avez besoin d'aide pour clore l'affaire, je suis là. J'ai quitté Paris avec une copie du dossier et une résolution nouvelle, creuser plus profond, confronter les spectres. De retour à Uzès, les lettres anonymes ont continué, plus pressantes. Tu crois tout savoir? Demande à Thierry. Thierry Laurent, l'avocat. J'ai fouillé en ligne, ces abysses numériques où les secrets flottent comme des épaves. Il gérait les affaires d'Élise depuis des lustres, et plus, un lien avec le chantier où Lucien était mort. L'ouvrier soudoyé, un de ses contacts, un certain Raoul, immigré polonais aux mains calleuses. Moreau l'a retrouvé dans un bistrot de banlieue, saoul de bière bon marché. Ouais, la vieille m'a payé 5000 € pour desserrer les boulons. Un accident, qu'elle a dit. Pour l'héritage. La preuve irréfutable. J'ai envoyé une copie anonyme au procureur, avec une note, la veuve innocente sait. Le lendemain, les journaux bruissaient d'une réouverture, nouveau rebondissement dans l'affaire Beaumont-Duval. Élise, depuis sa cellule, a tenté le suicide, un geste insensé, une lame de rasoir volée dans l'infirmerie, entaillant ses veines pâles. Elle a survécu, bien sûr, la France ne laisse pas ces monstres s'échapper si facilement. Mais son geste a fait les unes, la mère repentante ou la manipulatrice jusqu'au bout. J'ai visité la prison, une fois, par curiosité morbide. Élise, derrière la vitre blindée, était un spectre, cheveux gris acier, peau cireuse, yeux caves comme des puits. Claire, a-t-elle murmuré dans le combiné, voix rauque. Tu m'as brisé. Mais sache, Lucien n'était pas à toi non plus. Il avait un enfant, avec Sophie. Un petit garçon, caché en Bretagne. Le mensonge ultime, ou la vérité qui lacère. J'ai raccroché sans un mot, le cœur en vrac. La vengeance n'en finit pas, elle se métastase. À Uzès, j'ai commencé à écrire, un journal intime qui deviendrait peut-être un livre. Les mots coulent comme du sang, sur la trahison des mères, les secrets qui pourrissent les lignées, la justice française, si lente, si impitoyable. Sophie m'appelle parfois, nous parlons de Lucien, de projets inachevés. Et l'enfant? J'ai enquêté, un mirage d'Élise, pour me tourmenter. Mais le doute persiste, un ver dans la pomme. Paris me manque, parfois, ces boulevards haussmanniens où les amours meurent en silence. Ici, sous le soleil provençal, je vis, je respire. Mais la nuit, je revois son geste insensé, la lame glissant sur sa peau, et je me demande, qui est la vraie voleuse? Celle qui prend des vies, ou celle qui les restitue par le fer et le poison? L'été provençal est un amant tyrannique. Soleil implacable qui dore la peau mais brûle l'âme, vent chaud chargé d'odeurs de pinède et de regrets fanés. À Uzès, j'ai tenté de me réinventer. Claire Duval, la veuve vengeuse devenue Claire la jardinière, les mains terreuses de planter des rosiers épineux qui griffent comme des souvenirs. Mais les lettres anonymes, ces missives empoisonnées, arrivaient encore, postées de Rennes cette fois, l'enfant existe. Viens voir, si tu oses. TL, Thierry Laurent, le serpent dans l'herbe, qui signait maintenant de ses initiales. Il avait fui Paris après le scandale, muté dans un cabinet breton, mais ses tentacules s'étendaient loin. J'ai cédé à la curiosité, ce péché français par excellence, et pris la route vers la côte armoricaine. Le voyage fut une odyssée intérieure, autoroute à 11, paysages qui défilent comme des pages d'un roman maudit, champs de blé ondulant, forêts sombres de brocéliande où les légendes de trahison murmurent encore. Rennes, ville studieuse aux façades en schiste gris, m'a accueilli sous une pluie fine, comme des larmes de ciel compatissant. L'adresse fournie dans la lettre, une clinique privée, discrète, nichée dans un quartier résidentiel. Consultation pour Claire Duval. Ai-je dit à l'infirmière, cœur cognant. Thierry m'attendait dans un bureau aseptisé, costume 3 pièces impeccable, sourire de requin. Asseyez-vous, madame. Élise m'a parlé de vous. Parlé? En prison, via des visites conjugales? Il était son amant, oui, mais plus. Son complice, architecte des mensonges légaux. L'enfant, a-t-il commencé, étalant des documents sur le bureau, n'est pas un mensonge total. Lucien et Sophie ont eu une liaison, brève, il y a 5 ans. Une fausse couche, tragique. Mais Élise a extrapolé, pour vous briser. Une fausse couche. Le mot a cogné comme un marteau sur de l'acier froid. Sophie, enceinte de mon mari, perdue dans le silence des cliniques anonymes. Pourquoi me dire ça maintenant? Ai-je demandé, voix écorchée. Il a haussé les épaules, allumant une cigarette malgré l'interdit. Parce qu'Élise veut un marché. Elle avoue le sabotage de l'échafaudage en échange de votre silence sur nos arrangements. J'ai géré ses dettes, ses jeux.
Et pour Lucien, un accident aidé, oui, mais pour son bien. Il allait la ruiner, avec ses menaces de déshéritage. Pour son bien. La phrase résonnait comme une parodie de maternité. J'ai ri, amer, et mon poison? Vous le saviez? Il a blêmi, aspirant sa fumée. Elle l'a mérité. Mais si vous parlez, je vous entraîne avec. Complicité, tentative de meurtre. La France adore punir ses héroïnes sombres. J'ai quitté Rennes sans marcher, l'esprit en ébullition. De retour à Uzès, j'ai contacté Sophie, cette fois pour la vérité nue. Rendez-vous dans un café de Nîmes, sous les arcades romaines où les ombres dansent comme des conspirateurs. Elle est arrivée, pâle, un châle sur les épaules malgré la chaleur. Claire, Thierry m'a appelé. C'est vrai pour la grossesse. J'étais désespéré, divorcé, et Lucien. Il était là. Mais après, rien. Il est revenu vers vous, je le sais. Ses larmes ont coulé, salées comme la mer bretonne. Élise l'a su, via des écoutes illégales. Elle nous a fait chanter tous les deux. Le tableau s'assombrissait, une toile d'araignée, Élise au centre, tissant ses fils de chantage. Lucien, piégé entre amour filial et vérité conjugale, avait payé de sa vie. Et moi, gêné du rôle de la parfaite épouse trompée. Mais la rage n'était plus personnelle. Elle était collective, un cri contre les matriarches vampires qui sucent le sang de leur lignée. J'ai décidé d'agir, non seul, mais avec Sophie. Une alliance improbable, la veuve et la maîtresse, unies contre la sorcière. Notre plan était audacieux, presque théâtral, digne d'un Molière revisité par Hitchcock. Infiltrer les visites d'Élise en prison, via un avocat fictif, moi, déguisé en consoeur de Thierry, avec perruque et accent normand. Sophie fournirait les faux papiers, Moreau, la logistique. Le jour J, sous un ciel de plomb, je franchis les grilles de Fleury, estomac noué. Élise, en salle des visites, me reconnaît instantanément, yeux écarquillés. Toi? Ici? Je m'assois, combiné en main, voix altérée. Votre amant a craqué, Élise. Les preuves affluent, virements, témoignages, enregistrements de vos chantages. Elle se compose, sourire serpentin. Prouve-le. Et l'enfant? Imagine le scandale si tu parles. Sophie ruinée, toi, la cocu vengeresse. Cocu. Le mot fouette. Je riposte, mieux que meurtrière. L'ouvrier Raoul chante déjà. 20 ans de plus pour vous, peut-être la perpétuité. Son masque craque. Elle hurle dans le combiné, attirant les gardes. Salope. Tu as tué mon fils avec ton poison. Les gardes interviennent, chaos, sirène. Mais avant, elle avoue tout. Le sabotage, les jeux, le secret paternel, même le faux enfant pour me tourmenter. Dehors, Sophie attend dans la voiture. Nous roulons en silence vers Paris, où nous déposons les enregistrements au parquet. Les médias explosent, aveu choc d'Élise Beaumont, matricide financier et moral. La France se divise. D'un côté, les pleureuses pour la mère brisée par la société. De l'autre, les justiciers clamant justice pour les victimes silencieuses. Moi, je deviens une icône controversée, interviewée par France Inter, la vengeance est-elle justice? Je réponds, évasive, c'est survie. Mais le geste insensé d'Élise n'était pas fini. Libérée sous caution pour raison médicale, son suicide raté plaidait la fragilité, elle s'évade 2 semaines plus tard, aidée par Thierry qui falsifie des papiers. La chasse recommence, avis de recherche, portrait robot dans le monde. Elle fuit vers la Côte d'Azur, laissant une piste de carte de crédit. Nous la traquons, Sophie et moi, devenues chasseuses sœurs. À Nice, dans un hôtel clinquant, nous la coinçons. Elle, à garde, valise à la main. Laissez-moi partir. J'ai un billet pour Monaco, un nouveau départ. Le face-à-face est électrique, sur le balcon surplombant la mer Méditerranée, vagues claquant comme des applaudissements moqueurs. Pourquoi, Élise? Pour l'argent, le pouvoir? Elle rit, vent salé fouettant ses cheveux. Pour la survie, ma chère. Comme toi avec ton thé. Elle sort un flacon de sa poche, du même poison? Non, une pilule, cyanure, geste théâtral. Ensemble dans la mort. Je secoue la tête. Sophie pleure. Les sirènes hurlent au loin. La police arrive. Arrêtée à nouveau, Élise plaide la folie. Le procès-bi est un cirque, expert psychiatre, témoignages croisés. Elle me fixe depuis le box, un sourire complice. Tu es comme moi, Claire. Une tueuse d'âme. Condamnée à la perpétuité, sans remise. La France applaudit ou s'indigne. Les livres sortent, les films se préparent. Moi, je retourne à Uzès, jardin plus fleuri, mais cœur plus lourd.
La trahison n'en finit pas, elle se réincarne. Sophie et moi, amis désormais, parlons d'un mémorial pour Lucien. Mais au fond, je sais, le vrai twist est en moi. Ai-je volé sa confession, ou lui ai-je rendu justice? La Provence murmure, ambiguë. L'automne en Provence est une mélancolie peinte à l'huile, feuilles d'or et de rouille qui craquent sous les pas, Mistral qui hurle des secrets anciens à travers les cyprès sentinelles. À Uzès, ma maisonnette est devenue un sanctuaire, mais les murs suintent encore l'humidité des doutes. Le second procès d'Élise a clos un chapitre, ou du moins les jeux crus. La perpétuité, prononcée dans une salle d'audience bondée du palais de justice de Paris, a résonné comme un point final gravé dans le marbre. Pourtant, les nuits, je rêve d'elle. Son geste insensé sur le balcon de Nice, le flacon scintillant sous la lune, et son rire qui se fond avec les vagues, un appel à la damnation partagée. Sophie est restée à Paris, replongée dans ses maquettes et ses regrets, mais nos appels téléphoniques tissent un fil ténu d'amitié forgé au feu. « Viens pour Noël », m'a-t-elle dit un soir, voix chaude comme un mulle d'ouine. Lucien aurait voulu qu'on se souvienne de lui sans haine. Sans haine, facile à dire pour elle, l'amante éphémère. Pour moi, la veuve empoisonneuse, c'était un Everest émotionnel. Pourtant, j'ai accepté, emballant mes valises pour un retour triomphal ou suicidaire. Dans la capitale des lumières fanées. Le TGV m'a déposé sous une neige rare, flocons d'encens comme des confettis macabres sur les toits haussmanniens. Sophie m'a récupéré à la gare, son étreinte maladroite masquant une vulnérabilité partagée. Son appartement du Marais, un loft aux poutres apparentes et aux bibliothèques croulantes de volumes d'architecture, exhalait l'odeur de pain frais et de cannelle. Nous avons décoré un sapin minuscule, orné de boules artisanales d'Alsace, et trinqué au pastis en évoquant Lucien. Ses blagues nulles sur les arches romaines, sa manie de dessiner des cœurs sur les napperons. « Il t'aimait, Claire », a-t-elle murmuré, larmes au bord des cils. Et moi? Juste un chapitre clos. Mais le passé est un vampire. Il suce la moelle des moments tendres. Le lendemain, une enveloppe sans timbre glissée sous la porte. Photo de moi et Sophie, prise à Uzès, avec au dos, les amantes de la veuve. Élise sait. Mon sang s'est glacé. Élise, en cellule, comment? Via Thierry, encore libre sous caution, en attente de son propre procès pour complicité. Il avait des contacts, des hackers, ces ombres numériques qui vendent les âmes pour des bitcoins. J'ai appelé Moreau, le privé fidèle, surveillé Laurent. Il prépare un coup. Les jours suivants furent une tension palpable, comme l'air avant l'orage. Noël à Paris, dîner chez l'ami Louis, où les oies rôties fument comme des sacrifices païens. Promenade sous les guirlandes des Champs-Élysées, où les couples enlacés me rappellent ma solitude. Puis, le 26 décembre, un appel anonyme, rendez-vous au Père-Lachaise, minuit. Pour la vérité sur l'enfant. Où Sophie paie. Le cimetière, ce royaume des morts parisiens, sous la lune voilée. J'y suis allé seul, lanterne à la main, cœur battant la chamade. Thierry m'attendait près de la tombe de Proust, silhouette noire contre les anges de marbre. Clair, toujours si prévisible. Il tenait un dossier, épais comme un roman russe. Pas d'enfant fantôme, mais un vrai legs. Lucien a écrit un testament secret, chez moi. Tout à Sophie, l'atelier, les plans, les brevets. Toi? Rien, pour protéger Élise. Rien. Le mot revenait, comme un leitmotiv maudit. Lucien, mon encre, m'avait effacé. Pour elle, la toxique. Thierry ricana, Élise veut le document. Libérez-la, et je le brûle. Sinon, scandale, la veuve volée 2 fois. La fureur m'a submergé, un raz-de-marée atlantique. J'ai sorti le spray au poivre, cadeau de Moreau, et l'ai aspergé. Il a hurlé, trébuchant sur une stèle. J'ai arraché le dossier, courant à travers les allées labyrinthiques, fantômes de Balzac et de Chopin pour témoins. De retour chez Sophie, nous avons lu, oui, testament holographe, daté d'1 mois avant sa mort. À Sophie, pour nos rêves partagés. Claire comprendra. Comprendre? La trahison de Lucien, profonde comme la Seine en crue. Mais un post-scriptum, si je meurs avant, détruisez ceci. Élise ne doit rien avoir. Il savait. Il pressentait le sabotage. Sophie sanglota. Il voulait me protéger, pas te blesser. Nous avons brûlé le papier dans l'évier, flamme bleue léchant les mots comme un exorcisme. Pourtant, le doute s'insinuait. Étais-je vraiment l'innocente ou la remplaçante tolérée? Le geste insensé suivant vint d'Élise, via un avocat véreux, demande de libération conditionnelle pour bonne conduite, plaidait sur sa santé déclinante. La France, terre de droits humains, hésitait. Les associations caritatives pétitionnaient pour la rédemption maternelle. Sophie et moi avons contre-attaqué. Conférence de presse,
témoignage public. Elle a tué pour de l'argent, la liberté serait une insulte aux victimes. Les micros crépitaient, les flashs aveuglaient. Paris opinait, divisé, libérer Élise versus justice pour Lucien. Puis, le twist, une lettre d'Élise, livrée par coursier. Claire, ma fille posthume. Je sais pour le testament. Viens me voir une dernière fois. Pas pour supplier, mais pour partager. Nous sommes pareilles, des femmes piégées par les hommes. Pareil, l'aveu d'une sœur de sang ou un nouveau piège. J'ai visité Fleury, dernière fois. Elle, amaigrie, un châle sur les épaules comme une cape de veuve. J'ai tout perdu, a-t-elle dit, voix brisée. Mais toi, tu as gagné la liberté. Prends-la et oublie-moi. Oublier? Impossible. Mais dans ses yeux, pour la première fois, pas de haine, juste une fatigue infinie, miroir de la mienne. De retour à Uzès, j'ai planté un olivier en mémoire de Lucien, racine profonde pour ancrer les fantômes. Sophie m'a envoyé une maquette, un mémorial, un banc face à la Seine, gravé aux amours inachevés. La vengeance s'apaise, laissant place à une paix précaire. Mais au fond, je sais, Élise a raison. Nous sommes pareils, forgés dans le feu des trahisons. Et Paris, éternel, rit de nos illusions. L'hiver provençal est une austérité monacale, gelée matinale qui craque sous les semelles, cheminée fumante dans les villages endormis, et un silence qui amplifie les murmures intérieurs. À Uzès, mon olivier planté pousse timidement, racines cherchant l'humus noir de la terre remuée. Le printemps pointe, timide, avec ses amandiers en fleurs comme des promesses fragiles. Pourtant, après la visite à Élise, un calme étrange s'est installé. Non la paix, mais une trêve, comme après une tempête où les débris flottent encore. Sophie m'a rejointe pour Pâques, apportant des fromages de chèvre et des vins de Jurançon, son rire résonnant dans le jardin comme un écho perdu. Nous avons cuisiné un gigot d'agneau, sauce au thym, en écoutant du Debussy sur un vieux gramophone, pour Lucien, qui adorait les préludes. Les conversations glissaient des souvenirs aux confidences. Son divorce, mes nuits d'insomnie, le poison comme catharsis. Tu l'as fait pour nous toutes, a-t-elle dit, levant son verre. Les femmes invisibles. Invisibles? Peut-être, dans cette France patriarcale où les mères dévorent et les filles se rebellent en silence. Mais la trêve fut brève. Une nouvelle du Parisien, pliée dans ma boîte aux lettres, Élise Beaumont, évasion et suicide raté en cellule. Geste désespéré ou appel à la pitié. Évasion? Non, tentative de suicide bi, cette fois avec des draps noués en une corde improvisée. Elle avait escaladé les barreaux, corps ballottant, criant mon nom, Claire. C'est toi qui m'as tué. Les gardes l'avaient sauvée in extremis, poufilant comme un fil d'araignée. Le geste insensé ultime, non pour mourir, mais pour me hanter, pour que son ombre s'étende sur ma nouvelle vie. La presse s'emballait, débat télévisé sur CNews, où des psys disséquaient la psyché de la matricide repentante. Les internautes, ces juges de pacotille, lançaient des pétitions pour sa libération médicale ou pour mon incarcération comme empoisonneuse morale. J'ai éteint la radio, me réfugiant dans les marchés d'Uzès, où les étals de safran et de truffes noires offrent une anesthésie sensorielle. Sophie, inquiète, a proposé « Allons voir un avocat ». Pour clore définitivement. Le voyage à Paris fut un pèlerinage amer. Cabinet d'un certain maître Duval, ironie du nom, un homme sec comme un parchemin, qui nous a reçus dans un bureau tapissé de livres reliés. Madame Beaumont prépare un appel en cassation, basé sur votre implication présumée. Elle affirme que le poison était un complot partagé. Partagé? Avec Thierry, peut-être. Mais moi? Les preuves s'accumulaient contre lui. Virement suspect, témoignage de Raoul l'ouvrier. Son procès approchait. Il plaidait la manipulation par Élise, le amant dominé. Le clou du twist vint lors d'une audience préliminaire, à laquelle j'assistais incognito, au fond de la salle. Élise, via visioconférence depuis sa cellule, a témoigné, visage cireux sur l'écran géant. Claire m'a tendu le piège, mesdames et messieurs. Elle savait pour le testament de Lucien, à falsifier les preuves. Moi, victime d'une vendetta féminine. Vendetta féminine. Le mensonge était si habile, si français dans son élégance perverse, que la salle a murmuré. Sophie, à mes côtés, a serré ma main. Nous avons quitté avant la fin, cœur lourd. De retour à Uzès, j'ai fouillé mes archives, les carnets de Lucien, ses reliques jaunies. Une note, datée de la veille de sa mort. Si quelque chose m'arrive, dis à Claire que je l'aimais plus que tout. Élise ment, il n'y a pas d'autre. Le testament est un faux, pour l'attester. Un faux. Lucien, ce stratège discret, avait anticipé la trahison maternelle, planté un appât pour la piéger.
Le document brûlé, un leurre. Le vrai, chez Bertrand le notaire, me léguait tout, l'atelier, les économies, même une part du manoir normand. La révélation m'a terrassé, un mélange de joie et de deuil renouvelé. Lucien m'avait protégé, jusqu'au bout. J'ai appelé Bertrand, oui, madame. Il m'a confié le vrai, scellé. Élise n'en saura jamais rien. La vengeance ultime, posthume, elle pourrissait pour un mensonge. Sophie, informée, a pleuré de rire, ton mari était un génie. Un Dumas des ombres. Le dénouement s'est noué en été, sous un soleil impitoyable. Thierry condamné à 10 ans pour complicité. Élise, son appel rejeté, sombrant dans une catatonie feinte ou réelle. Son dernier geste insensé, une lettre finale, dictée à une infirmière, « Claire, tu as gagné. Mais souviens-toi, la revanche est un cercle. Un jour, quelqu'un te pourchassera pour tes poisons. Vive la France, terre des injustices poétiques. » Je l'ai brûlé, cendre au vent du Mistral. Aujourd'hui, à Uzès, je vis. L'olivier grandit, Sophie visite, et nous parlons d'adopter un chien, un bâtard joyeux pour chasser les fantômes. Le manoir normand, vendu pour une fondation d'aide aux veuves trompées. Paris, un souvenir, une cicatrice qui palpite les jours de pluie. Ai-je eu raison? La France débat encore, héroïne ou monstre? Moi, je choisis la vie, imparfaite, avec ses trahisons et ses renaissances. La fin, ou un nouveau début. Dans le silence du jardin, je murmure à Lucien, merci pour la vérité. Et pardonne le thé amer. Les abeilles bourdonnent, le monde tourne, ambigu, magnifique.